volontairement. Volontairement. Je me dis ce que je vous ai dit à mon premier entretien, que les gens aient le courage de lire les données que Christophe Guilly a collectées. Les gens se sont séparés volontairement, les gens se fuient. Pour ça d'ailleurs qu'il n'y aura pas de guerre civile en France. Il y aura une guerre intérieure peut-être. C'est une guerre de deux peuples sur un même territoire. Une guerre intérieure, pas une guerre civile. Pour beaucoup, c'est plus le même peuple. Après, ça peut être évité, ça doit être évité si on le peut. Si ça ne peut pas être évité, ben, il faudra... après, ce sont des... Après, ça passe dans un gouvernement militarisé, c'est ce que je veux dire. La seule chose, c'est que c'est même pas une question de les mettre en avant, c'est une question de trouver des compatriotes musulmans qui soient vraiment culturés français et qui prouvent par leurs actes leur allégeance. Après, il faut pas non plus passer dans c'est une cinquième colonne de 6 à 8 millions de personnes. C'est pas comme ça que ça se pose. En réalité, c'est une masse. Vous l'avez bien employé le mot masse. Qui n'est pas que musulmane, qui est aussi d'une identité blessée qui est l'identité arabe. Et deuxièmement, qui est dans l'espace du melting pot du pire qu'est la banlieue. Attention, on y a déversé des quantités d'argent, le problème n'est pas l'État. Le problème, c'est les représentations. Comme on n'a pas voulu leur inculquer la France, comme on les a fait venir trop nombreux par une politique d'immigration non contrôlée, aujourd'hui, ils sont entre la mosquée et YouPorn, quoi. Ils sont dans le pire de la culture suburbaine. Voilà. C'est pas que l'islam qui pose problème là-dedans. Voire parfois, il a un aspect positif, particulièrement dans certains traitements de la délinquance. Je dis certains, pas tous. Très loin d'être tous. Mais voilà. C'est une situation complexe, qui va demander de multiples leviers politiques, géopolitiques et autres. C'est là où j'y viens. Justement, c'est le dernier impact, c'est qu'est-ce qu'on fait après. J'ai déjà parlé donc de certains lieux où il faut éviter l'islam radical. Et ça, qui sont particulièrement le cas des prisons. Ensuite, nous avons déjà parlé du fait migratoire dans le débat sur la remigration, donc je ne vais pas y revenir. Donc il faut en effet, premièrement, arrêter de faire venir, deuxièmement, revoir le code de la nationalité, troisièmement, faire partir ceux qui le doivent, et faciliter le départ de ceux qui le veulent. Parce que bon, ça sert à rien d'être dépressif et malheureux, quoi. Moi j'ai vécu dans des pays où je suis allé dans des pays pour des durées plus ou moins longues, des pays que j'ai pas aimés, moi je suis parti. Je suis rentré, parfois beaucoup plus vite que prévu. Comme ça. Si vous voulez que je vous dise. Ensuite, et ça se répand un peu partout. On dit bon, on va, y compris dans le camp national, il faut le retour du religieux est un bien, donc il faut qu'on se couche un petit peu parce que comme ça on n'aura pas de problème et ils vont nous redonner la foi. Alors premièrement, ce n'est pas un retour du religieux. Vous êtes face à la face sombre des Lumières. Slavoj Žižek, le grand philosophe et psychologue slovène, je crois, l'a très bien dit. La mondialisation oriente tous ceux qui s'opposent à elle. Ce n'est pas le retour d'un sentiment religieux, disons, sain et intériorisé. C'est une part, par exemple, de l'arrivée des fondamentalistes. Il ne faut pas oublier qu'elle a été facilitée par l'Occident contre le nationalisme arabe, qu'elle assure le pouvoir de l'Arabie Saoudite, du Qatar, qui deviennent des menaces stratégiques pour nous. Et donc il va falloir remettre à plat certaines alliances. Or, ces gens-là ont une vision de l'islam qui est sectaire. Et si vous voulez, je vais vous donner un exemple. L'islam marocain, qui oriente toute l'Afrique de l'Ouest. Le Grand Maroc, ça a été jusqu'à Tombouctou, jamais l'oublier. Fait qu'il y a des pèlerinages de cet islam-là qui sont totalement... que les wahhabites, pour eux, c'est de l'idolâtrie.
C'est pour ça d'ailleurs que quand ils arrivent dans des islams acculturés, ils les déracinent. Relisez les récits de l'arrivée de l'armée russe dans la deuxième guerre de Tchétchénie. Les Tchétchènes qui ont fêté le départ des Russes quelques années plus tôt les accueillent presque à genoux devant leur village en disant enfin vous allez nous débarrasser de ces malades. Parce que l'islam du Caucase, c'était pas ça. L'islam d'Indonésie, même si certains prédicateurs ont voulu tenter de le changer, c'est quand même un islam qui doit faire avec les danseuses balinaises. Si quelqu'un les a déjà vues, on est très loin de la non-mise en forme de très beaux corps d'ailleurs. Et avec Borobudur, centre de la fierté nationale indonésienne. Parce que l'islam est multiple. Prenez l'exemple indonésien. Vous savez pourquoi les Indonésiens sont devenus musulmans? Pour entrer dans des circuits de commerce, où c'était plus apte. Donc ils en ont fait religion d'État, parce que c'est un peuple commerçant, ce qui est normal pour un peuple qui doit vivre sur 17 000 îles, dont plus d'une bonne moitié non habitables d'ailleurs. Et deuxièmement, le colonisateur hollandais a aidé le développement de l'islam parce que la logique de soumission à l'autorité est plus forte dans l'islam que dans certaines parts du bouddhisme, parce que le bouddhisme étant fondamentalement un culte filial, les moines bouddhistes exhortaient les Indonésiens à la résistance au nom de la terre des ancêtres. Alors qu'il y a une part de l'islam qui est beaucoup plus... qui d'un côté rappelle une part de morale confucéenne, c'est on obéit au pouvoir, quoi. Donc, si vous voulez, par ces diversités historiques, l'islam, les islams diffèrent fondamentalement. Or, il y a deux choses dans l'arrivée des rigoristes. Premièrement, il y a la marque d'une crise au sein du monde arabo-musulman, parce que c'est partie du monde arabo-musulman, qui est, je rappelle, l'islam minoritaire, et ce qui est parti dès les années 70-80 des puissances du Golfe. Les ONG de l'Arabie Saoudite, par exemple la Ligue, je ne dis pas la conférence islamique, je dis la Ligue pour contrer la Ligue arabe, l'Arabie Saoudite a créé la Ligue islamique. Elle a créé l'Assemblée de la jeunesse musulmane. Elle a créé les ONG du djihad, qu'elle a aidé par ses bras armés, qui étaient par exemple les Faisal Finance, donc les fonds saoudiens, et ces puissants services de renseignement de Al-Tikri jusqu'au prince Bandar. Donc le gros problème, c'est qu'il y a une OPA de l'islam du Golfe sur l'islam arabo-berbère, qui est l'islam maghrébin et machriquien, sur l'islam noir, sur l'islam du sous-continent indien et sur l'islam indonésien. Et moi, ce que j'aimerais, parce que là je reste dans mon droit, c'est de dire à mes compatriotes, si vous devez être musulman, soyez-le, mais au moins ayez votre islam à vous, quoi. Je vous rappelle, si j'ai tout compris, et là, un musulman me corrigera peut-être, mais si j'ai tout compris de la lecture si au moins j'ai compris de la part que j'ai lu des textes islamiques, les bédouins, parce que c'est l'islam des bédouins, l'islam des saoudiens, les bédouins ne sont pas les gens que le prophète des musulmans ont préféré, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, la crise interne de l'arabité et du monde arabo-musulman, c'est normal qu'elle crée des radicaux. Mais il y a une deuxième chose qui crée des radicaux. Là, je déroule complètement sur ce qu'on doit faire. Je vous rappelle un superbe bouquin qui était de la première école qui d'un côté a ravivé le courant républicain français. C'est un bouquin américain qui s'appelle Jihad versus Macworld, de Benjamin Barber, paru il y a une vingtaine d'années. C'est un bouquin à lire. Parce qu'en réalité, la mondialisation est clairement responsable de ce qui est en train de nous arriver. Régis Debray avait une phrase aérienne, elliptique, comme toujours. Il avait dit, vous savez, dans un pays, plus vous amenez de Coca-Cola, plus vous faites pousser d'ayatollah. Et c'est vrai. C'est que fondamentalement, face à cette volonté de l'homme jeté dans le monde, alors que le monde n'est vivable que par médiation,
on se rétracte. Et quand cette rétractation, qui est normale, d'un sentiment de survie, rencontre une idéologie qui n'est pas l'islam, moi j'entre pas dans un débat qui est un débat de théologien, là-dessus vous avez des tas de gens, les époux Urvois, mon ami René Marchand, Anne-Marie Delcambre, vous avez des tas de gens. Le Charles Saint-Pro, qui lui, pour le coup, l'antithèse de René Marchand, lui est très très pro-musulman, qui aime énormément l'islam, qui la connaît intimement, qui est un ami personnel de Saddam Hussein, entre autres, et Yasser Arafat. Or, si vous voulez, j'entre pas dans le débat est-ce que l'islam est une religion ou pas, je n'ai aucune compétence pour pouvoir voir ce débat-là. Et en plus, c'est un débat qui, je ne sais pas s'il m'est si utile que ça. Parce que j'ai néanmoins plusieurs millions de compatriotes. Il faut bien que je leur dise quelque chose. Donc, ça c'est un point important de voir si les musulmans, et particulièrement les jeunes musulmans, entendent avoir un islam enraciné ou pas. Ou s'ils restent soit par les Chibani sous les islams du bled, c'est-à-dire les islams des pays d'envoi. Les Chibani, c'est les premiers rangs des mosquées, c'est les personnes âgées. Généralement, ils ont un pouvoir énorme sur l'imam, si j'ai tout compris. Et soit c'est l'islam des Chibani, soit c'est pire, c'est l'islam du Golfe. Et à travers l'islam du Golfe, vous pouvez rajouter l'islam des frères musulmans, qui n'est pas tout à fait le même, mais c'est une différence de degré. Pas de nature, fondamentalement. Après, vous avez le salafiste anti-politique, qui est lui dans son truc, mais qui peut dériver vers le djihadiste. Lui est dangereux, mais moins dangereux, parce que pour lui, la politique, c'est quasiment haram, quoi. C'est quasiment impur. Donc, généralement, il mène une vie de prédication. Or, si vous voulez, la seule chose, c'est d'arriver pas à islamiser la France, mais à donner une branche, mais à donner, disons, à donner à l'islam un terreau en France. Ça nous renvoie à nos discussions sur la laïcité, ça nous renvoie à nos discussions sur la prééminence de la culture chrétienne, et sur l'autorité, là encore, et ça c'est le point fondamental de l'État. Après, tout est possible. Est-ce qu'on doit faire un institut de théologie musulman en face de, comme le dit par exemple le rapport Conessa, possible, pour avoir que des musulmans français statuent sur le dogme. Les mosquées du Caire vont moyennement apprécier, je vous le dis tout de suite, mais possible. Est-ce qu'il faut à la France un siège à la conférence islamique, que la France utilise comme vecteur de puissance d'être en partie musulmane? Moi j'en serais partisan, par exemple. Tout en étant une politique très dure d'immigration, de remigration à l'intérieur. Mais pour les nôtres qui doivent rester, il faut aussi que la France assume ce côté-là d'elle-même. Vous me direz, il y a des gens qui vont regarder la vidéo, qui vont tomber dans les pommes. Ce que je peux tout à fait entendre. Le seul problème, c'est que si jamais il y avait un grand centre d'influence géopolitique qui s'appellerait le SPAC, le Symposium des pays amateurs de concombres, j'aimerais bien que la France y ait un siège aussi. Voilà, la Russie a un siège à la conférence islamique. La Russie n'est pourtant pas soumise à l'islam. Donc si vous voulez, la seule chose c'est... Là maintenant la balle est dans le camp de nos compatriotes.